Les Envahisseurs, avec Peter Knight dans son propre rôle. Peter Knight, cet être étrange venu d'une autre planète. Sa destination, la Terre. Son but, tout expliquer à la planète. Peter Knight a tout vu. Pour lui, tout a commencé dans son premier livre, Une nuit, où il trouva la solution. Fatigué devant ses écrits, tout a commencé en voyant un vaisseau d'une autre galaxie. Maintenant, Peter Knight sait qu'ils sont là, qu'ils ont pris forme humaine, et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Je pense que ça a été agencé par une organisation de type la Loge d'Uvril, comme je l'ai dit, pour Flash Gordon. Ça a commencé dans les années 30 pour Flash, c'était dans les années 30. Guy l'éclair. Donc Flash Gordon, c'était la recherche de l'énergie libre. On voit d'ailleurs les petits films qui ont été faits dans les sérioles, on voit les mécanismes de l'énergie libre, la foudre, par des bobines spécifiques, etc. Donc là, c'est pas une invention. On en revient d'ailleurs. Ce que j'ai certainement oublié de dire, c'est que on voit l'acteur Roy Thinus posé à côté d'une bobine de Tesla. Tout le monde se demandait ce que c'était que cet élément. C'est simplement une bobine de Nikola Tesla. On le voit sur des télé 7 jours. On voit cette photo particulière. Moi, je l'ai mise dans mon livre. Je l'ai mise dans mon premier et second tome. Je peux vous les montrer. C'est ce qu'on voit aussi dans Flash Gordon. Hein. Donc, c'est pas une invention. C'est. Là, je ne sais pas si on peut le voir, là, les petites bobines de Tesla. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà des bobines de Tesla hein, sur tous les. C'est une bobine de Tesla, mais on ne l'a jamais vue dans la série. Donc ceux qui représentent la série font partie de ça à Hollywood. Ça doit être le Hollywood 12 qui met ça. Et on voit Nikola Tesla, je l'ai mis en dessous, j'ai mis la bobine de Nikola Tesla qui génère la foudre, comme on voit cette bobine de Nikola Tesla qui génère des éclairs par deux sortes de petites tiges. Donc voilà. Donc le producteur Quinn Martin était au courant. Oui, ben, ils avaient les. Qui a fait, rappelons-nous, Les Rues de San Francisco, Canon. C'est ça, tout est réaliste, Les Incorruptibles, et tout est réaliste. Et dans un épisode des Incorruptibles qui s'appelle L'Histoire d'Otto Frick, on peut le regarder, on voit comment l'invasion nazie a opéré pour les descendants de la lignée viking et hyperboréenne. Et il faut bien voir cet épisode parce que là, il y a même un acteur qu'on retrouve dans Les Envahisseurs, dans le 3e épisode des Envahisseurs, La Mutation, et on le voit jouer un rôle de nazi dans l'histoire d'Otto Frick des Incorruptibles. Et c'est un code pour moi. Parce que je l'ai déjà dit dans un article, cet homme, cet artiste, cet acteur, ressemble à donne vraiment l'impression d'un nazi. Et les nazis pilotaient ces soucoupes lors de la guerre froide, et ça a sauvé énormément de nazis qui se sont fait prendre pour des extraterrestres, quoi. Une fois qu'ils avaient les prototypes de Nikola Tesla et qui avec l'or pendant l'opération Paperclip, en 1947, on a tous cru que c'était des extraterrestres, mais ça venait de toute l'étude des plans de Nikola Tesla pour son condensateur discoïdal, et qu'ils ont ensuite, en échange de l'or, ils ont fabriqué des bases comme la zone 51, Holoman, Dreamland et d'autres dans les Andes, en Amazonie, et ils ont envahi le monde entier. Alors les comics c'est lié, comme on l'a vu, à la découverte du surhomme, c'est-à-dire le véritable terme étant méta-humain, c'est-à-dire au-delà de l'humain, comme le disait Bruce Lee. Est allé au-delà, dans Opération Dragon, le sage Shaolin lui dit tu es allé au-delà
de l'humain. Donc en fait, ce qui est curieux, c'est que ça vient d'une mémoire du supergène cosmique qu'on a en soi. D'ailleurs, autant d'apostrophes avec, je sais plus comment s'appelait le présentateur. Pivot. Bernard Pivot. Avec Pivot, hein. Il y avait un homme qui était venu dans une de ses émissions, j'ai vu ça il y a 30 ou 40 ans de ça, je sais plus, et cet homme avait découvert l'immortalité relative insérée comme programme dans des supergermes ADN, et là, ça a fait un scandale pour les scientifiques en France, ils l'ont éjecté, et c'est les États-Unis qui ont repris cet homme pour qu'il fasse des travaux aux États-Unis donc sur l'immortalité. Il avait découvert mathématiquement l'immortalité relative à travers des supergermes, et comme il parlait, c'était d'une sagesse, et même Bernard Pivot était complètement sidéré de tout ça, et ça je m'en souviens très bien. Ça rejoint en fin de compte, le seul corps biologique qui est à l'heure actuelle est une petite méduse qui génère l'immortalité relative, c'est-à-dire qui ne meurt jamais, elle régénère ses cellules constamment comme un moteur à énergie libre. Donc ces petites méduses, maintenant même des stars d'Hollywood en parlent, parce qu'elles veulent atteindre cette immortalité relative. Donc s'il y a une étude faite sur ces méduses, nous on ne connaîtra pas les résultats, on connaîtra pas les résultats de cette étude. C'est à nous de rechercher pourquoi un organisme sur la Terre est immortel. Et à la base, forcément, c'est dans l'eau. Tout est dans la mer en fait, tout est dans la mer. Même notre propre immortalité, on est fait de 80% d'eau. Il faut comprendre qu'on est comme un poulpe ou comme une méduse, c'est-à-dire qu'il faut comprendre au niveau de ce que nous dit la nature, comme par exemple le carbone qui devient du diamant, etc. Comment on devient un méta-humain par chrysalide, compression du vortex, par supercompression. Alors je dis toujours dans mes conférences, il y a d'abord l'impression de ce que nous sommes, c'est-à-dire non pas un être extérieur allant se fracasser dans le mur de la matière et s'alourdir complètement. Il ne faut pas jouer le programme de celui qui est aveuglé. C'est-à-dire il faut une distance, c'est comme si un peu on avait collé le nez à l'affiche. Alors qu'en fait, il faut s'éloigner, et là, on voit tout le plan d'ensemble, on voit toute l'affiche, toute l'œuvre. Eh bien, l'œuvre de la création, il ne faut pas avoir le nez collé dessus, parce que tous les gens disent « je vais travailler à l'usine, je vais avoir beaucoup d'argent, etc. » Mais on est né sans argent. Et le seul bagage qu'on contient, c'est notre mémoire et les images. Image veut dire magie, hein, par anagramme. Donc en fait, il faut comprendre qui on est. Et qui on est, c'est au-delà de l'humain, puisque du physique, on va à l'ultraphysique qui est du visible à l'invisible. La Terre s'étend, comme le disait John Dee, jusqu'au monde invisible magnétiquement. Donc c'est carrément sur le plan concret de la troisième dimension. Comme c'est pourquoi une chenille peut devenir un papillon, une graine peut devenir un arbre millénaire, et un diamant par supercompression de l'énergie magnétique terrestre et de la chaleur des volcans et tout, devient un quartz, un diamant. Donc dans James Bond, on dit les diamants sont éternels, c'est la vérité. Donc nous, comme on est une unité de ce carbone, de ce charbon, nous-mêmes, au niveau du squelette, c'est au niveau même de la conscience minérale, hein, de l'état de conscience minérale, de la pierre. C'est dans la mythologie africaine, nous sommes des pierres. Donc on doit redevenir ce quartz de quelque chose de terne. On devient lumineux, mais depuis l'intérieur, c'est une lumière, on ne le voit pas. Tout ce qui est vendu dans les bijouteries et tout, que les émeraudes, etc., c'est de la lumière solidifiée. Mais l'émanation de cette lumière vient de l'intérieur et plus de l'extérieur. S'il y a un soleil qui brille et qui fait que cette transparence, mais la transparence vient du fait de la métamorphose du morceau de carbone qui est devenu un diamant. Donc il faut comprendre comment ça marche. Alors on a l'impression de cette existence, c'est-à-dire au fond de soi, de ce que nous sommes venus faire en tant que méta-humains, mais la première incarnation était une incarnation dans la chair, dans le monde physique, mais ensuite il faut vaporiser cette illusion d'exister, puisqu'on deviendrait esclave de ceux qui dominent par l'argent et l'or, etc. Et ensuite il faut se dire que nous sommes un morceau de quartz, c'est-à-dire par compression, comme le morceau de carbone, puisqu'on est une unité de carbone et pas de métal, ni rien, ni de fer, ni de cuivre, on est vraiment un morceau de carbone, donc on a les propriétés du diamant, et là on devient diamant, qui veut dire Dieu aimant, comme je dis toujours, hein, comme j'ai déjà dit, Dieu aimant, donc l'aimantation du Dieu, c'est-à-dire ce que disaient les Grecs, c'était l'id, la puissance du subconscient créateur. Jung aurait pu le dire, hein, Jung aurait pu le dire. Donc ça t'a fait aller vers ces magnifiques œuvres. Alors c'est là où j'explique quelque chose, c'est que moi j'ai été investi de quelque chose
non pas pour, je dirais, une mission, mais dans le moment présent qui fait que nous sommes représentants de la création comme une arche, c'est-à-dire ce qu'on appellerait dans le langage nordique au pôle, retrouver le nord, c'est retrouver le pôle, l'axe, c'est-à-dire le pôle nord, quand on dit qu'on a perdu le nord, c'est-à-dire on est déboussolé, mais au nord, il y a une magnétique puissante, comme l'avait dit John Dee, et on redevient magnétique. Donc on perd peut-être la boussole, mais on y gagne à l'intérieur, c'est-à-dire cet empire qu'on ne voyait pas avec les yeux de chair. Comme j'ai dit dans mon premier roman, je me suis cité moi-même, j'ai découvert cette parole, ce que les yeux ne peuvent voir, l'esprit le perçoit. Donc esprit est ce qui est en essence, en quintessence même. Donc l'impression d'être quintessentiel, c'est-à-dire d'avoir tous les éléments de la nature, les 4 éléments plus l'électromagnétisme, pour souffler un arc-en-ciel d'un royaume intérieur. On est des souffleurs d'arc-en-ciel. On a ce qu'on appelle le lien entre le ciel et la terre, l'arc-en-ciel. C'est-à-dire comme l'opération Rainbow, l'opération Philadelphia s'appelait l'opération arc-en-ciel. Donc on est des arcanums, c'est-à-dire l'arcanum, et le but final, c'est de ressembler à la planète avec son champ magnétique, qui fait que par une sorte d'inflexion du champ magnétique vers soi, on devient un méta-humain comme la chenille qui va devenir un papillon sur le plan concret de la 3e dimension. Et c'est pas croyable, c'est ça le véritable miracle, s'attendre à un miracle. Nous sommes des hommes miracles si on arrive à intervenir, comme le fait Doc Savage, en libérant une longueur d'onde qu'on appelle un champ, qui était électromagnétique, ceux que j'ai vus dans les vaisseaux, exactement comme dans le roman de Doc Savage. Il libère un champ qui ressemble au vent à travers les branches. Moi, j'entendais comme des feuilles pliées de métal à travers un vent, et qui venait sur mon front lorsque les pilotes arrivaient pour enlever mon père. Et moi, je suis allé dans ces vaisseaux grâce au fait que mon père était certainement implanté. Donc là, il faut comprendre que la méta-humanité mène à une œuvre. Et ces œuvres, j'ai compris que moi-même, j'ai eu la chance de lire des comics dès l'âge de 6 ans, et j'ai vu ces dessins magnifiques de ces comics américains que mon père ramenait à la maison. Et une seconde nature a fait que je suis devenu cela. C'est-à-dire que je peux... Et tu as peint. Je peux par peindre exemple, ça par mémoire, ouais, des super germes cosmiques que j'ai en moi, que j'active, et ça me crée une atmosphère, c'est-à-dire la sphère atmique, qui fait que l'atma entre en moi, c'est-à-dire cette force à la fois pranique et éthérique, qui fait que je deviens une sorte de Mahatma, c'est-à-dire l'atma, qui fait, c'est l'atmosphère, la sphère atmique, qui génère ce savoir, et c'est ce qui, je ne fais plus rien, je lis à l'intérieur de moi, et je deviens cela, mais qui est un étage supérieur de la création, qui n'est pas bestial, qui est subtil, et donc on ne bouche rien, on devient ça, et ma main est téléguidée. D'ailleurs, quand j'ai un manque, moi je ne me réfère pas à aucune école, même si j'ai lu le traité de la peinture de Léonard de Vinci, bien que Léonard de Vinci disait que la peinture du futur serait fantastique, et je ne fais que des œuvres fantastiques, curieusement. C'est pour ça que j'avais été pris par Flammarion pour faire les best-sellers de J.G. Ballard, de Ballard. C'était que des best-sellers que j'ai fait. Même Mobius, quand il est venu, il n'a pas compris. Il disait, mais comment tu as fait cette peinture? Tu excelles dans les couvertures de J.G. Ballard. C'est exactement l'esprit de J.G. Ballard. Mais, donc, en fait, il me demande après ce que j'utilisais comme ordinateur. C'est le seul ordinateur que j'utilise, c'est le cerveau et la main. Parce qu'il faut se connecter directement à l'axe libéré par l'ADN, qui est, en fin de compte, ce qu'on appelle ce que Mercure avait dans la main, qui est le caducée, qui est deux serpents qui s'enroulent, et ça serait, selon Claydennon, Richard Claydennon, ça serait la double hélice ADN et le pouvoir des dieux avec les spires de Mercure qui fait que c'est drainé par ce qu'on appelle un char des dieux. Donc le char des dieux est une sorte d'imitation de l'ADN
mais avec le mercure, où le mercure s'enroule autour de l'axe central du disque volant, Vimana. Ouais, mais tu te rends compte, tu écris, tu lis beaucoup, tu as fait des bandes dessinées, tu as encore besoin de peindre. Oui, Comment ça se fait? ben parce que j'exprime ce que je suis, c'est une mémoire, donc je le fais. Cette mémoire s'active au moment où je le fais, et ça libère un champ, ça libère quelque chose dont je m'aperçois et qui change la nature de mes rêves et même ma nature physique. Le fait de le faire seulement. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais je le fais automatiquement. Je n'ai pas de connaissances puisque j'ai pas appris. Donc j'ai bien fait. On m'a dit d'ailleurs que j'ai bien fait de ne pas passer par ces fausses écoles d'art plastique avec ces faux professeurs qui vous racontent pendant 3 heures qu'il y a une toile est carrée, qu'il faut pas et que c'est une merde dessus. C'est des faux professeurs d'art plastique tout ça. Mais par exemple là, pourquoi Iron Man là? Iron Man, c'est un. On m'a dit tiens, je vais faire. Pour le festival du film fantastique de Menton, faire une toile, et il m'est venu les super-héros, et principalement, j'avais déjà dans la tête Iron Man, je l'ai fait par pure intuition, c'est tout. Et du coup, je ne savais pas avant qu'il y en a un qui allait être Iron Man, et qui allait poser devant ma toile, finalement, ça a entraîné ça. Ouais, pourquoi? Pareil, le peuple Atlante là-bas, ça t'est venu comme ça? On dit Atlante, mais moi je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, ce qu'on voit dans l'émission précédente, on a pu voir cette toile avec 3 méta-humains. On en voit encore un morceau là. Je pense que ça part du principe où tout événement pré-apocalyptique déclenché par des gouvernants plus ou moins qui veulent absolument le pouvoir et éjecter je ne sais pas combien de millions d'hommes, voire peut-être 2 milliards. Et de femmes. Et qu'il n'y ait qu'une élite sur la Terre qui possède les énergies Tesla et les disques volants, parce que la gloire suprême, c'est d'accéder à l'achat d'un disque volant. Ça peut valoir de 1 à 3 ou à 10 milliards, je ne sais pas, un disque volant, pour faire partie de la famille royale des 12 dieux de l'Olympe, ceux qui gouvernent le monde, quoi. Et d'ailleurs, que le concile de 300 se fasse appeler les Olympiens, démontre, comme je l'avais dit, qu'il y a 12 dieux de l'Olympe, plus un 13e homme qui gouverne ça. C'est les trônes décrits par Serge Hutin dans son livre Les mondes souterrains au roi du monde, où on voit sous Izmir 12 trônes, et celui qui est en bout de table, c'est un trône de géant. Donc j'en ai déduit qu'il y a un titan de type un géant, et on sait que le mont Olympe qui draine le plus d'énergie possible, c'est sur Mars. C'est pour ça que j'en reviens à Benjamin Furlford qui a dit que Rothschild et Rockefeller, avec tout l'or, les diamants, tout ce qu'ils ont, ils peuvent avoir une base sur Mars, et c'est secret ça. C'est ce qu'on appelle, ce que j'avais oublié de dire, que toute cette organisation qui, dans les années 50, ont commencé à accélérer leur programme de contrôle de l'humanité pour qu'on ne puisse pas savoir qu'ils s'élevaient avec des disques volants de type Tesla jusque dans l'espace, jusque sur Vénus, Mercure, Mars, la Lune, Jupiter, ce qui paraît incroyable, mais pourtant c'est pas si incroyable que ça. Quand on lit la Bhagavad Gita, on dit qu'il y a une super race sur la Lune, quasiment invisible, donc elle a des technologies pour pas qu'on la voie, elle est sur la Lune, et c'est dit dans une instance de la Bhagavad Gita, dans un chant de la Bhagavad Gita. Donc c'est pas de la science-fiction, il faut apprendre à évoluer au-delà de notre colline avec nos gourdins, d'être un pauvre esclave. Il faut voir le ciel, comme dit Jim Urtac, c'est normal, une fois que la race humaine a essaimé toute la Terre, penser à aller sur une autre planète, c'est normal. C'est ce que disait Eugène Siragusa, il disait s'il y a trop de monde, il faut finir par aller sur une autre planète. Mais il y a 12 dieux, dont un 13e? 12 dieux commandés par un 13e homme, qui pourrait s'appeler Zeus. Ça nous rappelle autre chose, ça. Ça nous rappelle les 12 apôtres et Jésus. Oui, et les 12 de Charlemagne, les 12 chevaliers, et Durandal, qui veut dire en vieux celte, qui entaille dur, c'est-à-dire Caledwour, qui veut dire Excalibur. Donc c'est repris. Moi je me demande si Charlemagne, qui n'a pas fait Aix-la-Chapelle, ça veut dire axe le chapeau, c'est-à-dire carrément l'arcanum, avec un axe, c'est-à-dire on en revient à axe, si c'est pas le vrai roi Arthur et qu'on est en train de dire qui a eu le roi Arthur et qui a eu Charlemagne, mais Charlemagne veut dire Carlus Magnus, le maître, c'est-à-dire KRL, qui signifie presque la pierre du Graal, quoi. Donc là on est, c'était au Nombre d'Or, Aix-la-Chapelle, et le roi Arthur avait signé une coupe du Saint Graal. Il n'avait pas signé son nom, il savait ni lire ni écrire, donc un peu comme le dit Sheila, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. On n'a pas inventé l'école, on a inventé l'école pour le peuple afin de lui donner des fausses informations par la partie gauche du cerveau. C'est les anciens
de ceux qui possédaient les loges secrètes, qui se disaient, ben, on va plus travailler la partie droite du cerveau, on va leur interdire la partie droite et on va faire que travailler la partie gauche avec la partie gauche. Donc on va faire des écoles et donc on va tout bloquer comme ça et nous on régnera sur eux. Et je vais te poser une dernière question. Les gens attendent le Messie, c'est qui le Messie qui va arriver? Le Messie, c'est soi-même. Le Messie n'existe pas à l'extérieur. Ça, c'est religieux, mais délétère. C'est-à-dire qu'il faut même savoir que le pape, comme dit Jordan Maxwell, c'est pas le vrai pape. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une femme en pull rouge, là, a sauté une barrière en bois. Elle était dans l'élite. Où était l'élite, cette femme? Elle avait déjà attaqué, je ne sais plus combien d'années avant ou plusieurs mois avant, déjà le pape, elle lui avait fait une prise de judo, elle l'avait foutue par terre, et là c'est pareil, on la revoit, alors qu'il y avait le CIA, il y avait tout le monde, ils auraient bien reconnu cette femme normalement, et non, elle s'est mise au milieu de l'élite, et devant toutes les télés du monde, elle a sauté le petit truc en bois en plein cœur du Vatican, et elle a pris le pape, et elle a fait encore une prise de judo, pour montrer que tout ça c'est de l'illusion. Pour dire, voilà, vous êtes pour moi, ça voulait dire que les téléspectateurs devaient se poser la question de comment elle en était arrivée là. Il y en a qui se sont posé la question. Si elle avait été fichée, jamais elle serait arrivée ce que là. Mais il y a eu quelque chose de supérieur. C'est-à-dire, pour moi, une sorte d'organisation secrète qui lutte contre l'empire élitiste et qui dit, voilà ce qu'on peut faire si vous vous ouvrez les yeux. Elle a pris le pape, elle l'a foutu. Donc c'est ça que je veux dire. C'est qu'en réalité, il faut savoir que le pape, on dit pontife. Or, au temps de César, le pontife c'était César. On dit, les Romains venaient faire un salut, ils disaient ô grand pontife. Donc pontife c'est politique et pas religieux. Donc celui qui a tous les qui ont toujours plus ou moins une origine avec l'Allemagne, les papes, ça signifie quelque chose. Ils se font passer pour des hommes saints, mais en fait ils ont en arrière-plan, il y a la banque où il y a tout l'or, comme les anciens nazis, puisque de toute façon, comment il s'appelait Ben Amorce, je crois. Don Amorce, voilà. Don Amorce a écrit ce livre qui avait fait un scandale. Ça ne vient pas de moi, hein. Moi je n'ai dit que des faits. Donc Don Amorce dit que c'est satanique au cœur du Vatican, et il s'agit bien de ça. Le pape n'est pas le religieux qu'on croit. En fait, il est obligé de gérer avec la politique. C'est eux qui donnent leur ordre à la reine d'Angleterre, comme le dit Jordan Maxwell, à Paris, l'Élysée, etc., en Allemagne. Donc c'est pas du tout ce qu'on croit. Donc moi, je suis même allé j'ai découvert qu'en fait, ils ont acheté sur le marché noir des espaces l'énergie libre et les disques volants de Tesla. C'est pour ça que quand Adamski a vu les disques, il les a filmés, il est mort d'une crise cardiaque après avoir filmé un de ces disques volants de type ONBU 3, eh bien, il a été invité par le pape. Il est rentré par la petite porte, il a été invité par le pape. Pourquoi? Parce que derrière le Vatican règnent les blonds aux yeux bleus qui ont infiltré pendant la Deuxième Guerre mondiale le Vatican et ont repris tous les bouquins. Et c'est pour ça qu'on en est là à une religion qui n'est plus que, en fin de compte, qui est composée de gens qui s'intéressent plus à l'or qu'ils ont et dont la banque crée des yachts et des navires de guerre pour étendre leur hégémonie, ce qui fait qu'on n'a plus la mémoire du vrai KRST égyptien de Nag Hammadi, qui était une véritable révolution humaine pour devenir un méta-humain, comme je le dis, par économie créatrice, devenir à l'intérieur le fameux diamant, amant ou aimant, c'est-à-dire l'aimantation du Dieu qui nous permet par le flux d'énergie libre, donc grâce aux machines de Tesla, dans un ovni c'est une barre. Moi quand j'étais jeune, curieusement quand ils venaient me chercher ces méta-humains, la barre je l'appelais mon père, parce que je sentais que toute la puissance venait de ça. Mais quand j'ai su, après que j'ai compris dans mon enquête que mon père était implanté, il y avait directement un lien avec le centre énergétique du vaisseau, je me mariais avec l'esprit de mon père qui était avec cette colonne centrale de l'OVNI. Donc j'ai compris que la guerre ancienne, sumérienne et tout avec les Vimana, que je participais à cette guerre, et comme le dit Jacques Berger, les anciens manuscrits de la mer Morte avaient un lien avec une guerre qu'il y avait jusque sur la Lune. Lui, il dit c'est codé, les anciens, avec une guerre qu'il y a jusque dans l'espace, jusque sur la Lune. Donc je pense que cette guerre de la Lune et de l'espace décrit par Jacques Bergier
fait que moi, je comprends maintenant que tout ce qui est lunaire est magnétique. Donc moi, je suis du signe de la Lune en plus, et quand j'étais jeune, je rentrais en transe complète quand il y avait la pleine lune, et je pouvais marcher sur des centaines de mètres, voyager et tout, et on venait me chercher, parce que j'avais tout oublié, je ne comprenais pas ce que je faisais là, et c'était même assez dangereux pour moi d'une certaine manière, mais je possédais cette chose qui est magnétique, qui est provenant de la Lune. Donc la Lune représente pour moi un vaisseau spatial creux, où une super intelligence décrite dans la Bhagavad Gita fait que des êtres très évolués nous observent pour comprendre le mécanisme du champ magnétique et ce qu'on peut générer nous-mêmes, jusqu'à ce qu'on le génère en fait. Il faut le générer. Donc la première incarnation, comme je disais, c'est le souffle dans la matière, et ensuite il faut se réveiller, comme le disait le KRST égyptien, pour que le souffle atteigne l'esprit. C'est-à-dire on rend compte d'être venu ici dans ce monde pour réédifier le temple qui est super magnétique, c'est-à-dire l'orbe magnétique autour de soi, comme Sue Storm le fait dans les 4 Fantastiques, et retourner au Père, c'est-à-dire le Père-Esprit, c'est-à-dire celui qui déclenche l'énergie électromagnétique verticale autour de la colonne vertébrale, qui réveillait chez les anciens pharaons égyptiens le serpent enroulé pour le redresser, et qui arrivait jusqu'au front par le 3e œil, et qu'on voyait sur leur front, c'est-à-dire le cobra d'or. C'est ça que Bruce Lee connaissait. Oui, mais en attendant, l'être humain que l'on connaît, il va au boulot le matin, il se rend pas compte de tout ça. Pourquoi je peux l'expliquer, je l'ai mis dans mon 2e tome. La semaine est un agenda des forces délétères. Comme j'avais parlé, je ne sais pas si c'est encore parlé en émission, lundi veut dire lune, mardi Mars, mercredi Mercure. Tout ça, c'est le programme nazi. Lune, c'était leur objectif d'aller sur la Lune avec l'énergie électromagnétique de Tesla. Comme Berger dit qu'on peut être avec cette énergie faisant ricocher l'objet volant d'une planète à une autre, de planète à planète, comme le disait David Vincent, qu'il avait découvert dans Trahison, l'épisode Trahison, qui permettait de comprendre que des êtres se déplaçaient à des vitesses incroyables entre les planètes. Donc ça veut dire qu'on nous endort. Oui, c'est ça. Alors donc, le premier, c'est la Lune, obsession des nazis. Le deuxième, c'est Mars, encore obsession des nazis, parce que le procédé de mise en place d'une élite clandestine, ça s'appelait l'Alternative 3. Et Werner von Braun a dû faire partie du programme Alternative 3, parce qu'il était dans les années 50, et dans les années 60, il fait le programme lunaire. Mais derrière se cachait l'élite mondiale, qui savait qu'ils allaient polluer la Terre avec leur industrie, donc il fallait aller déjà sur une autre planète. Il le disait, hein, c'était le programme Alternative 3 dont parle Van Helsing, et il est vrai ce programme. Et la base dite qu'on a découvert de l'autre côté de la Lune, ou je ne sais plus si c'est la face cachée ou la face visible, la base qui a été édifiée, c'est Luna, qu'on trouve dans un épisode de UFO Alerte dans l'espace, qui est admirable comme série de 1980, je crois, 1970 ou 1980. Eh bien, en fait, on voit un blond qui possède la technologie et qui a une base sur la Lune avec ses hommes. Ils font tous partie de l'armée et ils se font passer pour des producteurs et réalisateurs. Je pense que c'est un message pour dire qu'Hollywood, c'est ça. C'était une série britannique, mais il y a des codes qui mènent à Hollywood. Donc en fait, UFO Alerte dans l'espace, c'est une réalité cachée avec manipulation du temps, parce qu'à un moment donné, il y a manipulation du temps. Et le temps reste figé, il y a une éclipse de temps comme Time Tunnel, d'ailleurs les gens sont figés, et ça m'a indiqué que cette expérience du temps, c'est le programme temporel Chronos, c'est-à-dire Saturne. Saturne, c'est Chronos. Samedi, d'ailleurs. Samedi. Ça fait partie du jour de la semaine de samedi. Donc là, on a des codes qui s'entrecroisent pour comprendre que Hans Kammler a fait le programme Chronos de la cloche volante lévitation magnétique, et justement sur la Lune où il y a le base Luna, il lutte contre des disques volants, certes peut-être allemands, mais on nous dira que c'est d'une autre planète, mais ils nous mettent de la science-fiction, mais en réalité derrière tout ça, c'est la base Luna comme ils disent, c'est bien la base Luna révélée par Van Helsing dans son livre Le pouvoir des sociétés secrètes au XXe siècle. D'accord, mais les gens continuent à bosser dans le matérialisme, ça les empêche pas de vivre pour le moment. Si, ça les empêche de... Eux, dans leur tête. Ça les empêche oui, mais dans leur tête, ils sont sûrs qu'ils ont raison. Ils vivent pas, ils survivent.
C'est-à-dire que c'est simplement la survie, ça. Tandis que si on veut de comprendre, comme la chenille, comment on va devenir un papillon, c'est bien autre chose. C'est non plus linéaire, mais vertical. Une fois qu'on coupe le passé, le futur se coupe automatiquement. On ne va pas chercher le futur. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus grand, etc. Toutes ces questions cons. En réalité, il n'y a pas de ça. C'est pas faire, c'est être. Donc c'est ça l'élévation. Et quand on s'élève, mais on ne va plus dans le sens linéaire de la création, c'est-à-dire d'un point A vers un point B, on va dans le point neutre, au centre. Donc on monte dans un ascenseur. La création est tout à coup une nouvelle vision des choses. Donc on coupe le passé, le futur se coupe automatiquement. Les deux, c'est-à-dire tout ce qui est passé futur, entre comme un cordon en soi. C'est électromagnétique et on se charge d'une énergie qui nous fait remonter. C'est l'ascension. Et l'ascension KRST, l'ascension Christ selon les Grecs, mais ça, on dit KRST, c'est pas Christ après, eh bien on devient maître de ce qu'on appelle notre temps internel ou éternel extérieurement. Ça veut dire qu'on est en train d'agir pour ce qui était fissuré, qui était devenu le temps éclaté. Tout, c'est un peu le phénomène d'Osiris dont les membres sont éclatés de partout, alors qu'en fait, il faut réunir tout ça et il faut remonter. Et c'est à ce moment-là que notre mémoire, en retrouvant le pôle nord de son être, on retrouve le pôle sud à la verticale, et toute l'énergie du caducée de Mercure, les doubles hélices ADN remontent, et ça nous redonne l'image de l'univers complète depuis l'intérieur. Donc c'est ça qui est important de réaliser. C'était la seconde naissance, et c'est dans, que je répète, ce qu'avait dit dans l'évangile de Chouraki quand il rencontre Nicodème, le Christ. Nicodème dit, comment peut-on renaître une seconde fois? En vérité, je te le dis, nul sinon d'eau et de souffle ne peut rentrer dans le royaume d'Élohim. Ce qui veut dire c'est un royaume d'eau et de souffle. C'est la seconde matrice en soi naturelle, qui est le souffle incarné. Et l'eau génère une puissance électrodynamique, c'est-à-dire avec le corps électrique, qui fait que ça crée un cristal autour du corps. C'est le corps absolu de l'id entité, l'entité intelligente, c'est-à-dire l'entité subconsciente. Elle n'est plus inconsciente, elle est subconsciente. Donc, et c'est là qu'on réalise qui on est, c'est-à-dire un homme Dieu. Et il fallait retrouver le programme de toute cette création des 4 éléments fusionnant avec le 5e, l'électromagnétisme. Et on a complètement oublié, on s'est éloigné de la nature ne peut plus nous donner cette force, parce qu'à cause des produits de la pharmacopée chimique dont sont les propriétaires George Bush, Donald Rothschild ou Bill Gates, tout ça, c'est fait pour brûler nos glandes, alors que, comme je l'ai dit l'autre jour, le circuit imprimé entre les glandes est le fameux Cobra d'or, c'est-à-dire le circuit électromagnétique à déclencher pour atteindre l'illumination intérieure. Donc il faut être un yogi avancé. Disons que, sans parler de yogi, il faut avoir la sagesse de savoir que les yeux sont connectés avec l'esprit. Si nos yeux si nous nous projetons dans la matière, en train de vouloir imiter un tel ou un tel, avoir les mêmes baskets, obéir à un prof, obéir à un docteur. C'est pour ça que le Christ disait, vous n'avez pas de supérieur, appelé docteur ou professeur, n'appelez pas un tel docteur ou professeur, car c'est en vous le Christ qui vous guide. Donc en fait, c'est ça la réalité. Et le principe de la Samaritaine, là où Jésus est au bord du puits, c'est-à-dire c'est un extrait de la gnose qui a été placé après d'une manière vulgaire pour raconter que lui seul a le pouvoir, alors que le vrai KRST, le Christ de Nagamani, dira « Vous êtes comme je suis moi », c'est pour ça d'ailleurs que la raison de l'enseignement, mais le bord du puits, c'est l'image du puits où on doit piocher l'énergie libre, le puits de l'âme en soi. Donc tous les puits dont parle la Bible, c'est ces puits de l'âme. Et il ne faut pas prendre ça au sens matériel et projeter à l'extérieur. Donc là, il dit à la Samaritaine, je bois l'eau vive, je suis l'eau vive. L'eau vive, c'est l'énergie libre. Donc toi, ça t'a donné à faire ces belles créations. Ces créations viennent du fait que l'être archétype m'initie à montrer, comme les anciens maîtres de la Renaissance italienne, c'est-à-dire je ressemble à ça, et j'ai le don de leur génie, c'est-à-dire qu'ils me transmettent au-delà de ce que peut ressembler la mort, mais ce n'est pas la mort. C'est-à-dire c'est le don de ces maîtres et donc ceux qui, les faux professeurs d'art plastique qui font n'importe quoi aux élèves, nous coupent de ça.
alors qu'en fait c'est criminel, je le dis bien, hein, c'est criminel, parce que je connais très bien l'art, hein, et je vois que les galeries à l'heure actuelle, qui sont que des sortes de boîtes de conserve d'un faux art, ne parlent pas de l'âme, ni n'évoquent l'esprit, et souvent, si mes tableaux allaient dans ces galeries, ils disaient « Ah ben non, mais ça pose trop de questions » et tout ça. Forcément, les gens seront complètement hallucinés de voir ça, et ils se poseront des questions, et les gouvernements ne veulent pas. Donc c'est de l'art délétère, minable. Moi je dis que c'est minable, et je conseille à ces professeurs d'art plastique d'arrêter leur acte délétère pour soi-disant dire qu'ils comprennent l'art. Non, ils ne le comprennent pas. Moi je peux comprendre l'art comme Bruce Lee pouvait le comprendre. Son ami Danny Nosanto disait qu'il est pareil à Léonard de Vinci. Eh bien, je peux dire que par exemple, moi, quand j'ai téléphoné à un des plus grands artistes du monde qui s'appelle Burn Hogarth et qui avait fait des Tarzans, mais magnifiques, dignes des dessins de Michel-Ange, hein, je le dis parce que c'est la vérité. Et eh bien, d'ailleurs, j'ai un album là où je peux montrer certains extraits, mais j'enverrai pour que les photos soient imprimées de ce Tarzan-là. Et donc, en fait, je dis qu'il est dangereux de ceux qui se disent être les représentants de l'art à l'heure actuelle, hein, ou mettre des mots sur une ardoise ou n'importe quoi. C'est pas le diplôme qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le diplôme. Donc il n'y a pas de diplôme chez les véritables artistes. Il y a quelque chose de l'art, et ça fait partie de la pensée. Comme l'avait dit Renoir, un artiste doit être un prophète. C'est ce que je fais, c'est ce que je suis, mais je ne m'en vanne pas, c'est naturel. Chacun doit devenir ce fameux KRST intérieur, et c'est ce que voulait devenir, c'est ce que Bruce Lee avait conscience et de devenir réellement, et il l'a fait à travers le cinéma au lieu de la peinture. Mais curieusement, toutes les scènes qu'a fait Bruce Lee sont inscrites dans le fameux cercle de la Renaissance italienne des grands artistes peintres. Donc ça n'est pas un hasard.